Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Chloé Deligne, qui va nous parler d'eau, bien évidemment. Les dessous de l'eau quotidienne à Bruxelles, histoire et perspective. Alors, ce sont deux mots qui résument un petit peu Chloé aussi, histoire et perspective. Parce que histoire, Chloé a baigné dans l'histoire depuis très longtemps. Elle a baigné dans l'eau depuis ses études, de son mémoire ou sa thèse de doctorat concerne l'eau. Et tout bon historien à Bruxelles je dois la voir derrière moi, Bruxelles et sa rivière, qui est sa thèse de doctorat, qui a été publiée en 2003, qui a remis en question pas mal de connaissances sur l'eau à Bruxelles. Chloé est médiéviste de formation, mais est aussi quelqu'un de très ouvert vers d'autres formes, d'autres perspectives. Et justement, perspective, puisqu'elle a ajouté à sa formation dans le passé la géographie, la gestion de l'environnement, avec des approches très contemporaines et toujours un intérêt marqué pour l'eau qui est un peu au centre de ses recherches. Aujourd'hui, Chloé enseigne à l'ULB, elle est chercheuse au FNRS. C'est une femme très impliquée dans la vie bruxelloise et dans des tas d'aspects. Vous la croisez certainement dans des tas d'événements ou de manifestations dans notre ville. Et quelque chose qui a toujours intéressé Chloé aussi, c'est la médiation et la médiation de connaissances vers tous les publics. Et donc, elle a voulu s'essayer à un nouveau défi qui est celui, c'est un exercice tout à fait périlleux, de créer une exposition. Et donc, à la Fonderie, nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier de son expertise. Et avec Sophie Richel et Amanda Kohlbrenner, donc, elle a été une des 3 commissaires de cette exposition. Alors, nous avons eu le grand plaisir de travailler avec elle pendant de longs mois pour préparer cette exposition qui vous est maintenant proposée. Et nous avons pu bénéficier de ces compétences alliées à beaucoup de justesse et d'à-propos. En plus, je dois le souligner, de qualité humaine comme une extrême gentillesse et un sens rare de l'écoute et surtout une disponibilité que son emploi du temps très chargé, on a l'impression qu'elle ne pourrait pas. Et puis pourtant, elle répond toujours oui, même si parfois je sais que c'est difficile. Et Chloé, je t'en remercie infiniment. Alors, avant de disparaître des écrans et de céder la parole à Chloé, je vous rappelle que le webinaire va durer, enfin la présentation va durer une heure, une petite heure, et qu'à l'issue de ces webinaires, nous aurons l'occasion de poser nos questions. Alors, je vous propose de le faire tout d'abord au travers du petit chat dans lequel vous êtes déjà en train d'utiliser. Et je les reprendrai à la fin de la conférence en vous donnant la parole. Et ça vous permettra alors de poser vous-même vos questions à Chloé, qui sera, j'en suis sûr, un plaisir de vous répondre. Voilà. Bonne conférence. Chloé, c'est à toi et à tout à l'heure. Mais merci beaucoup, Pascal, pour tous ces gentils mots. Alors, c'est évidemment un exercice un petit peu bizarre que de parler à un écran, même si je sais que vous êtes derrière. Donc, j'ai eu l'occasion de pratiquer ce genre de choses en étant parfois contrainte de donner cours à des écrans, ce qui est particulièrement pénible. Mais bon, je vais essayer que les choses se passent le mieux possible. Je vais essayer aussi de ne pas trop déborder du temps, même si je sais d'expérience que j'ai parfois l'impression que je n'ai rien à dire et puis finalement, je suis quand même dépassée par moi-même. Donc Pascal, n'hésite pas à me rappeler parfois si je dépasse un tout petit peu. Et puis bien sûr, avant de commencer, je voudrais vous remercier tous qui êtes là, même si je ne vous vois pas. Et j'espère voilà, que le petit propos que j'ai préparé aujourd'hui pourra aiguiser votre curiosité ou la satisfaire, et puis que nous aurons éventuellement l'occasion de discuter un petit peu, même si c'est par chat interposé
ou par conversation médiatisée par les écrans. Voilà. Donc effectivement, comme, Pascal vient de le rappeler, cette conférence, ce webinaire, hein, qui aurait dû se tenir en live à la Fonderie, s'inscrit en marge de l'exposition qui se tient pour le moment à la Fonderie. Et donc Pascal a donné toutes les informations, ou en tout cas les informations essentielles pour que vous alliez la visiter. Et ce que je vais faire aujourd'hui, beh, c'est quelque part un petit peu, je dirais à la fois une invitation à aller voir l'exposition, parce qu'il y a quand même un certain nombre, d'aspects que j'évoquerai aujourd'hui, enfin dans cette conférence, qui se retrouvent bien sûr dans l'exposition, mais c'est aussi une façon de faire quelque chose de différent, de plus, peut-être de s'attarder sur certains aspects de l'exposition qui n'ont peut-être pas bénéficié d'un accent tout particulier. Enfin voilà, donc c'est à la fois en marge de l'exposition, ça compose un petit peu avec la matière de l'exposition, mais j'ai essayé d'en faire autre chose aussi, comme ça. J'espère que tout le monde sera satisfait, ceux qui ont vu l'exposition, enfin ceux et celles qui n'ont pas encore vu l'exposition. J'ai ajouté un petit S au titre, hein, donc c'est histoire au singulier et perspective au pluriel, parce que peut-être que j'évoquerai plutôt quelques perspectives qu'une seule, mais on verra ça à la fin de l'exposé. Alors, il faut que je puisse avancer, voilà. Donc voilà la magnifique affiche de l'exposition que vous avez sûrement eu l'occasion de voir et sur laquelle je ne reviendrai donc plus trop dans la suite de mon exposé. Alors, mon exposé aujourd'hui, je l'ai conçu à la fois avec des images, des illustrations, mais aussi avec un peu de texte, hein, pour vous permettre de suivre éventuellement le texte de cette conférence avec quelques points clés. Et donc, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est un petit peu un des fils conducteurs qui a été à la base de la conception de l'exposition. C'est vraiment l'idée de montrer que la jouissance, le bénéfice de l'eau à domicile, hein, l'eau que nous avons dans le logement, l'eau que nous manipulons tous les jours sans même plus en avoir conscience, est vraiment le produit d'une histoire sociale, d'une histoire politique, d'une histoire environnementale, même si aujourd'hui j'évoquerai peut-être un peu moins les aspects environnementaux, sauf à la toute fin. Et que donc à ce titre-là, c'est une histoire qui est faite de conflits, de tensions, de questionnements qui s'invitent, qui se réinvitent au cours du temps. Et qu'il ne faut surtout pas le voir, hein, ce bénéfice ou cette commodité de l'eau à domicile comme simplement le résultat ou l'aboutissement naturel, hein, d'une volonté qu'auraient eu les autorités ou le gouvernement, je mets ça entre guillemets, de combler un besoin croissant en eau. En fait, ce qui me tient à cœur dans la pratique de l'histoire, hein, c'est vraiment d'essayer de se défaire d'une conception qui revient souvent, et je le vois encore dans des travaux d'étudiants que j'ai corrigés ce matin, une conception vraiment très linéaire et très, je dirais, progressiste du temps de l'histoire, progressiste au sens de l'histoire vue uniquement comme une ligne de progrès. Et c'est vrai que quand on s'occupe de périodes comme le 19e ou le 20e siècle et de problématiques comme celle de l'eau ou de l'hygiène, on est tellement lié à l'histoire médicale, à l'histoire des sciences, à l'histoire de l'hygiène, que ça déteint en fait souvent sur la façon dont on écrit l'histoire, dont on fait l'histoire, et finalement dont on se coule dans des récits qui sont, bon, si on veut utiliser un mot un peu compliqué, téléologiques, c'est-à-dire que le sens de l'histoire serait d'arriver au présent, hein, et que le présent serait l'aboutissement, je dirais presque de cause à effet, d'enchaînement logique entre les facteurs de l'histoire. Et donc, c'est, pour le dire autrement, hein, cette façon qui me tient à cœur de faire de l'histoire, c'est évidemment pour remettre au cœur du propos des moteurs historiques, les forces sociales, les rapports sociaux qui agissent le passé comme le présent,
Et aussi en faisant ça, hein, de se rappeler que nous avons toujours une capacité à, en tant que force sociale, hein, surtout quand on s'allie à d'autres, d'agir sur nos environnements au sens large. Donc, c'est un petit peu comme ça, avec ce fil conducteur, que j'ai conçu l'exposé d'aujourd'hui, mais qui est un fil qu'on retrouve bien sûr dans l'exposition, où on a eu à cœur, hein, de montrer à quel point ben, le passage de l'eau, par exemple, comme une commodité ou comme un moyen d'hygiène, n'est pas du tout une question évidente, que c'est une histoire, que c'est une histoire culturelle et dans laquelle il y a énormément de choix qui ont été faits et de bifurcations qui ont eu lieu sur des temps plus ou moins longs. Alors comment est-ce que je vais m'y prendre? Ben, assez traditionnellement, je dirais, pour une historienne, je vais le faire de façon assez chronologique malgré tout, hein. Bon, la chronologie est quand même un sens en histoire, en essayant d'épingler, je dirais, certaines étapes ou certaines périodes clés de la transformation de l'accès à l'eau pour les Bruxellois et Bruxelloises au cours, grosso modo, des 200 dernières années. Un petit peu plus, un petit peu moins, ça dépendra un petit peu des questions. Et en faisant ça, c'est-à-dire en reparcourant un petit peu cette histoire dans sa chronologie, ou la chronologie, hein, de ces étapes clés, de rendre visibles les questions qui se sont invitées à l'occasion de ces étapes, de ces transformations du système ou de l'accès à l'eau. Et comment éventuellement ces questions ont été résolues, ça veut dire pas dire qu'elles sont finies évidemment, ou en tout cas comment elles ont été momentanément traitées, ou au contraire comment elles ont laissé des problèmes en suspens. Et puis, en faisant cela, l'idée, c'est aussi, hein, de montrer que depuis des décennies, voire des siècles, il y a forcément des lignes de tension très structurantes qui se réinvitent aujourd'hui ou qui se réactualisent aujourd'hui dans des questions qui sont liées à l'accès à l'eau. Voilà donc le petit plan chronologique, hein, en 5 étapes. Elles sont renumérotées dans la suite de l'exposé, donc vous les retrouverez. Je ne vais pas les détailler ici, hein, sauf s'il faut y revenir à un moment donné dans la discussion. Mais donc en commençant par un point 1 qui est de dresser un petit peu le panorama, les paysages, hein, j'ai appelé les réalités ou les paysages de l'eau quotidienne à Bruxelles au début du 19e siècle. On pourrait me dire à la fin du 18e siècle, parce que entre ces deux périodes, il n'y a pas d'énormes changements, hein, dans ces modalités de l'accès à l'eau à Bruxelles, en évoquant ce paysage pour montrer par la suite en quoi il va, je vais dire radicalement, peut-être pas, mais en tout cas fortement changer dans les années 1850. Donc, quel est ce paysage de l'eau quotidienne à Bruxelles? Et je m'empresse de dire que l'eau quotidienne, c'est une, je dirais, c'est une facilité pour moi de ne pas dire eau potable, qui est un anachronisme quand on parle de période ancienne, hein, que ce soit le 18e siècle ou le début du 19e siècle. Mais c'est vraiment l'eau pour les besoins domestiques, pour les besoins alimentaires, pour les besoins d'hygiène, en tout cas à partir du 19e siècle, hein, où l'eau refait son entrée en force dans les pratiques de l'hygiène, l'eau de ménage. Donc, c'est ça que recouvre le mot quotidien, c'est l'eau qu'on utilise tous les jours, mais pas seulement pour boire. C'est aussi celle qu'on utilise, hein, pour tous ces aspects de l'aspect, enfin, pour tous ces aspects de la vie quotidienne et de la vie dans le foyer. Donc, au seuil du 19e siècle, dans cette première partie du 19e siècle, hein, je vous reprends une citation dans un excellent ouvrage qui date de 1973 et qui avait été écrit par Liliane Viré sur la distribution d'eau publique à Bruxelles, eh bien, juste à partir de 1830, et qui nous dit, hein, que de 1830 à 1850, toute l'alimentation en eau de la ville dépendait de 8027 puits particuliers, de 91 puits dans les propriétés communales, de 76 puits publics, de 29 fontaines et de la vétuste distribution du Broubbelard. On verra dans un instant de quoi il s'agit. Et effectivement,
dans cette fin 18e et jusqu'au milieu du 19e siècle, l'accès à l'eau, la possibilité d'amener de l'eau chez soi ou d'avoir de l'eau chez soi dépend effectivement de ces différentes façons de s'approvisionner. J'ajouterais que sans doute Liliane Viré a oublié, euh, ou en tout cas elle n'a pas fait mention d'un accès à l'eau qui reste malgré tout très important jusque dans les années 1870, au moment où la fameuse rivière de Bruxelles, la Seine, sera voûtée. Mais donc effectivement, jusque dans ces années-là, la Seine constituait malgré tout encore un apport en eau, peut-être pas pour boire, sans doute, certainement pas, mais en tout cas pour toutes sortes d'activités qui sont liées à la vie quotidienne. Et voici une illustration qui montre que la Seine, ici on est tout près du pont de la Carpe, donc à proximité des Halles Saint-Géry et de la Bourse actuelle. On voit que la Seine était jalonnée de dispositifs qui permettaient de puiser l'eau dans la rivière. Mais ce en quoi Liliane Viré a tout à fait raison, c'est de rappeler l'importance des puits, des citernes en intérieur d'îlots, qui sont éventuellement communs à plusieurs bâtisses. C'est vraiment quelque chose qui fait partie du paysage de l'habitat bruxellois. Et quand on dit Bruxelles, ici, c'est pour le moment en tout cas, je dirais uniquement ou quasi uniquement la ville dans son pentagone qui est pris en considération. Et dans ce bâti, effectivement, la citerne et le puits sont vraiment des réalités tout à fait prégnantes. Une petite citation issue d'un manuel sur lequel j'aurai peut-être l'occasion de revenir plus tard dans la conférence, mais qui rappelle que chaque maison est pourvue d'un puits et d'une citerne. Alors, c'est peut-être pas chaque maison, mais en tout cas, un nombre très important d'entre elles, puisque, et ça c'est aussi Liliane Viré qui le rappelle, une enquête qui a été menée en 1849 à propos des eaux dans la ville de Bruxelles a fait le recensement des puits et des maisons et a donc pu rapporter le nombre de puits par rapport au nombre de maisons. Et donc sur les près de 15 000 maisons qui sont recensées à cette époque dans le Pentagone, 8 258 sont réputées équipées de puits qui sont parfois partagés par plusieurs maisons. Mais donc, ça veut dire que 56%, si on en croit cette étude, de ces maisons sont équipées de puits. Donc, le puits ou la citerne sont vraiment des équipements très banals dans la ville du début du 19e siècle. À côté de ces puits, eh bien, on a plusieurs réseaux de fontaines ou des points d'eau qui sont entretenus, ou en tout cas sous la garde des autorités publiques, et qui sont aménagés dans l'espace public, et cela depuis l'époque médiévale. Et donc là, c'est mon petit côté médiéviste qui ressort. Rappeler que les aménités en eau, l'équipement de l'espace public en eau n'est pas le propre ni de l'époque moderne ni de l'époque contemporaine, mais était déjà une réalité depuis le XIIIe siècle à Bruxelles. Ah, ici, une slide qui a sauté, puisque, notamment en faisant l'enquête dans les sources médiévales, on a pu reconstituer des réseaux de fontaines qui s'organisaient sur le réseau hydrographique qui parcourait la ville. C'est ce qu'on peut voir sur la carte que j'ai reproduite ici à gauche de votre écran, où le bleu foncé symbolise tous les réseaux qui alimentent, enfin tous les réseaux, les 3 réseaux qui alimentaient le centre urbain, qui était faite de conduites souterraines qui, par principe des vases communicants, permettaient d'alimenter des fontaines qui se situaient plus bas qu'à l'endroit où on puisait les eaux. Alors, vous pouvez trouver toutes sortes de documentation sur ces fontaines et ces réseaux médiévaux dans des articles qui ont été publiés à ce sujet. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est que cette armature médiévale, en fait, a constitué vraiment la trame principale des extensions ou de l'augmentation du nombre de points d'eau publics ou de fontaines qui ont vu le jour dans le courant ou au cours de l'époque moderne, donc entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Alors à droite de cette carte, je vous ai mis quelques illustrations.
une illustration qui dessine dans un manuscrit du XVIe siècle une de ces fontaines, hein, la fontaine près du marché aux poissons, qui est celle qui est représentée d'une autre façon sur un tableau du début du XVIIe siècle de Denis van Haslot. Donc voilà une illustration de ces fontaines médiévales qui remontent, alors pour celle-ci peut-être pas au XIIIe siècle, mais certainement au XIVe siècle. Et puis tout à droite de votre écran, un des vestiges de ces réseaux médiévaux, ce qu'on appelle le Paul Lepel, et qui est un édifice qu'on peut voir actuellement dans les jardins d'Egmont, où il a été reconstitué pierre par pierre après sa découverte dans les galeries Ravenstein au moment où on les a construites en 1958, et qui était un dispositif de tête de réseau, c'est-à-dire probablement un réservoir aménagé à moitié souterrainement et d'où repartaient les canalisations qui permettaient donc d'alimenter ces fontaines du bas de la ville. Comme je vous le disais, hein, ces fontaines médiévales ou ces réseaux médiévaux qui sont encore bien représentés sur de très nombreux plans qu'on peut trouver aux archives de la ville, constituent encore au XVIIIe siècle l'armature principale des fontaines et des points d'eau qu'on peut trouver ou auxquels on peut avoir accès dans l'espace public. Voici, hein, par exemple, une carte van de Fontaine, Kommende uit Sint-Joris-Guldenhof, donc une carte des fontaines qui vient de la cour de Saint-Joris, donc de Saint-Georges, là où il y a une école encore actuellement, une école néerlandophone, où on pouvait encore voir il n'y a pas longtemps un bout de la muraille de la première enceinte, mais qui s'est écroulée depuis. Et donc sur ce plan, je fais beaucoup de digressions, hein, mais sur ce plan, on voit bien encore les canalisations qui parsèment ou qui parcourent les rues de Bruxelles au XVIIIe siècle et qui alimentent des fontaines, certaines très connues comme le Manneken-Pis, d'autres moins, qui étaient celles qui étaient disposées dans la cour de l'hôtel de ville ou carrément dans les étages de l'hôtel de ville aussi. Ces fontaines, elles sont parfois monumentales, hein, voilà un exemple de la fontaine du marché aux herbes, dite aussi des Satyres, je pense, et qui est donc un de ces héritages des réseaux médiévaux, mais toujours fonctionnels au XVIIIe siècle et même au début du XIXe siècle, et bien croqué ici par François Bossuet, un croqueur de la vie bruxelloise, et où on voit l'effectivité, hein, je dirais, de ces fontaines dans l'eau ménagère, puisqu'on voit des femmes qui viennent y rincer du linge ou emporter des jarres qu'elles portent sur la tête. Comme je vous le disais, ces réseaux médiévaux ont été étendus, hein, et puis on a aussi multiplié au cours de l'époque moderne des puits dans l'espace public qu'on a munis de pompes. On peut recenser, si je ne me trompe pas, quelque chose comme 80 à 90 puits publics dans l'espace bruxellois du Pentagone à la fin du XVIIIe siècle. Mais elles ont aussi été augmentées, ils ont été augmentés, ces réseaux de fontaines, par deux innovations, ou en tout cas deux nouveautés. D'une part, un réseau de distribution un peu avant la lettre, hein, un réseau de distribution à domicile avant la lettre, qui était alimenté par une machine, la machine hydraulique de Saint-Jostenode, qui a été installée en 1602, et d'autre part, par des captages un peu plus lointains, qui allaient puiser à l'extérieur de l'enceinte, donc du Pentagone bruxellois, des sources à Saint-Gilles, sur le bien nommé terrain des sources qui se trouve en fait plus ou moins à l'emplacement de la place Morichard actuelle. Pour illustrer ces deux innovations, voici quelques illustrations qui rappellent la présence de cette machine hydraulique qui avait été installée tout près du grand étang de Saint-Jostenode, donc à proximité, grosso modo, des squares Marie-Louise et Ambiorix d'aujourd'hui, enfin dans le bas, et qui permettait de propulser de l'eau jusqu'à une ancienne tour de l'enceinte médiévale qui avait été transformée en une sorte de château d'eau et qu'on voit bien sur votre image de droite, vue de la tour hydraulique sur les nouveaux boulevards. Ici, on se trouve
à la fin du XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas, ou tout début du XIXe, plutôt au début du XIXe, pardon. Oui, on voit encore le vestige de cette tour hydraulique qui permettait d'alimenter dans un premier temps le palais, hein, qui se trouvait à proximité, donc du côté du parc royal, les jets d'eau des jardins du palais, mais progressivement aussi les maisons des particuliers, les résidences, hein, et les hôtels particuliers qui se trouvaient très concentrés autour de ce quartier de cour. Et donc cette machine hydraulique, quelque part, a donné naissance à une première distribution d'eau pour les privilégiés du quartier de la cour, en échange de paiement d'une redevance relativement modique. Mais donc, ici, on voit bien le caractère socialement très différencié, hein, des différentes possibilités d'accéder à l'eau, que ce soit dans un puits, à une fontaine publique ou alors chez soi dans certains quartiers. À gauche de l'écran, c'est juste pour vous illustrer, hein, les différents projets, enfin en tout cas un des projets qui avait été proposé, hein, pour réaliser cette machine hydraulique, et où on voit de manière très sommaire un petit bâtiment tout en bas à gauche de l'illustration, et puis une sorte de conduite avec un pas de vis qui permet d'amener l'eau jusqu'au château du Codenberg. Alors, ce n'est pas ce projet-là qui a été réalisé, c'est un autre projet, mais donc il y a eu beaucoup d'émulation autour de cette machine hydraulique de Saint-Jostenode, qui était clairement une innovation dans son temps, dans le paysage des capitales, des cours d'Europe. D'autres représentations, hein, aussi, une représentation manuscrite ici des différents moulins et machines qui ponctuaient le tracé du Malbec, hein, où se trouvait en fait cette machine hydraulique. Et puis non plus un dessin, mais une photographie de la tour hydraulique, probablement dans les années 1850. Cette tour a été démolie dans les années 1860, la date est incertaine. Elle se trouvait en fait dans l'îlot où se trouve la représentation, le consulat de France aujourd'hui, donc tout près du quartier Notre-Dame-aux-Neiges, enfin à la limite entre le quartier Notre-Dame-aux-Neiges et le quartier du Parc Royal. Elle a été démolie une fois que la machine hydraulique ait été supplantée par la nouveauté de la distribution d'eau à domicile, et démolie dans les années 1850. Alors l'autre innovation, c'est ces captages, hein, du côté de Saint-Gilles et de la place Maurichard. Alors ici, deux cartes très jolies d'ailleurs, hein, qui nous montrent le trajet, hein, de ces conduites qui, par simple gravité, donc ici on n'est pas dans le cas d'une machine, mais on est simplement dans le cas d'une amenée d'eau par gravité, à partir de puisards établis, hein, du côté du terrain des sources, et qui permettaient d'acheminer l'eau dans la ville. On voit l'enceinte de la ville qui est dessinée, hein, sur cette carte, et à travers lesquelles différentes canalisations passent. Et ces canalisations, ici c'est une autre carte, mais qui représente la même réalité, juste dans l'autre sens, hein, donc les terrains sont à droite de votre écran, qui permettent d'alimenter des fontaines à l'intérieur de la ville, dont celle assez connue, dite de la fontaine Charles-Quint, qui se trouvait tout près de la porte de Halle. Mais ça, c'est pas à proprement parler le terrain des sources qui l'alimente, hein. Si, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche à l'écran, mais c'est un captage plus proche de l'enceinte qui permet d'alimenter cette fontaine. Mais aussi d'autres fontaines, et là c'est clairement les terrains des sources qui alimentent la fontaine de la Steenpoort, donc de ce qui se trouve à proximité de la fin de la rue Haute, et de la tour qui se trouve encore debout près du bowling, du fameux bowling de Bruxelles. Donc cette fontaine se trouvait à peu près dans ces environs-là. Alors voilà le panorama, hein, des possibilités de s'approvisionner en eau, et vous aurez compris qu'évidemment, ces possibilités ne s'offrent pas à tous et à toutes de la même manière, et qu'elles dépendent en grande partie du statut social des habitants et de leur lieu d'habitat, les deux étant souvent corrélés ou en grande partie liés. Certains quartiers sont clairement des quartiers de cour, des quartiers de la noblesse, d'autres de la bourgeoisie, d'autres d'artisans, d'ouvriers ou de commerçants,
Il y a une certaine mixité, mais il y a des quartiers qui sont quand même très fortement connotés, comme aujourd'hui d'ailleurs. On peut principalement opposer, hein, les quartiers du bas de la ville, qui sont principalement alimentés par ces pluies, et par quelques fontaines publiques, mais qui se concentrent autour de la Grand Place. Hein, si on reprend, je remonte un peu en arrière, si on reprend cette carte médiévale où on voit les 3 réseaux, vous voyez bien que l'idée de ces réseaux, c'est vraiment de se concentrer toute l'opulence de l'eau autour de la Grand Place. Ils sont tous convergents et c'était bien sûr non seulement une opération de distribution d'eau, mais probablement avant tout une démonstration de la générosité, mais aussi de l'opulence de la ville de Bruxelles qui a vraiment tenu, eu à cœur de parer lieu symbolique, hein, de son pouvoir, de cette distribution d'eau et de cette abondance de fontaines. Donc je reviens un peu plus loin dans mon exposé. Donc on peut très clairement opposer les quartiers du bas de la rive et plus encore de la rive gauche, où les aménités en eau sont très rares, et ceux du haut de la ville, et plus particulièrement les quartiers de la cour, hein, où la fameuse machine hydraulique soutient une forme de première distribution d'eau à domicile, puisque à la fin du XVIIIe siècle, hein, cette machine hydraulique permet le raccordement de 190 habitations qui se trouvent à proximité immédiate du quartier de la cour et qui payent une redevance à la jauge, c'est-à-dire qui ont droit chaque jour à un certain nombre, un certain volume d'eau. Et puis on peut évidemment opposer non seulement les quartiers, donc une géographie de la ville, mais aussi évidemment des statuts sociaux entre ceux qui doivent assumer la corvée eau elles-mêmes ou eux-mêmes, mais souvent elles-mêmes, puisque c'est très longtemps plutôt une corvée attribuée aux femmes ou prise en charge par les femmes, et puis ceux qui peuvent, qui ont les moyens de rétribuer des domestiques pour assurer cette corvée eau. Donc si on constate, hein, si on fait un peu le constat de comment est-ce qu'on s'approvisionne en eau à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle, mais d'abord c'est qu'il y a une certaine diversité qui caractérise ces modes d'approvisionnement, hein, les puits, les citernes, la rivière, l'amener d'eau à domicile pour les classes, pour certains groupes sociaux privilégiés, la possibilité d'aller à une fontaine publique si on habite dans le centre-ville ou à proximité. Constater aussi que l'héritage médiéval est vraiment l'armature principale et qu'il a été complété au fil des siècles jusqu'en 1850. Que cet équipement, en tout cas la fraction publique, hein, entre guillemets, de cet équipement est relativement parcimonieuse, hein, puisque si on s'en réfère à la citation de Viré que je vous donnais en prélude, hein, à cette partie, il n'y a quand même qu'une trentaine de fontaines publiques dans l'espace, auxquelles il faut probablement ajouter quelque chose comme 80 puits. Pour toute la ville, c'est sans doute pas énorme. Et surtout, ajouter qu'il y a une forte composante démonstrative, hein, dans les réalisations qui ont été entreprises autour de ces fontaines et de la mise à disposition d'eau pour les populations dans l'espace public. Donc voilà le paysage de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Ce paysage va être quand même considérablement reconfiguré à partir des années 1850. Cette reconfiguration est bien sûr liée aux grands bouleversements que connaît la ville, les villes en général en Europe à cette époque-là, c'est-à-dire une très importante croissance démographique liée aux effets des mutations agricoles et de l'industrialisation. Je ne vais pas vous refaire le panorama, hein, de cette croissance démographique et de cette transformation profonde des tissus urbains au XIXe siècle. Ça m'écarterait un petit peu de mon propos. Mais les conséquences sont que les densités de population connaissent des croissances très importantes et que parallèlement à ça, les conditions de vie se détériorent pour une grande partie de cette population qui arrive en ville, qui vient des campagnes, d'abord des campagnes immédiatement limitrophes et puis de régions de plus en plus distantes, hein.
exode rural qui constitue majoritairement l'apport, la croissance démographique d'une ville comme Bruxelles au XIXe siècle, et qui va mener à des conditions de vie marquées par l'insalubrité des logements, une morbidité et une mortalité en hausse, et des ravages épidémiques, et tout particulièrement les ravages du choléra dans les années 1830, 32-33, 1840 et puis plus tard en 1866. Dans ce paysage-là, on est dans un climat d'inquiétude, évidemment. Le choléra, la grande faucheuse, est un sujet de peur. C'est une maladie horrible qui emporte une grande partie de la population qui est touchée. Ça amène beaucoup de tensions politiques et sociales. Pas question non plus ici de refaire l'histoire politique des différentes révolutions ou des tensions sociales de la première moitié du 19e siècle, mais ça donne lieu aussi à un certain nombre d'observations, d'études scientifiques, pré-scientifiques et d'enquêtes sur les conditions de vie de la classe ouvrière, ou en tout cas des classes urbaines. Et parmi ces observations, peut-être que vous connaissez cette carte, hein, qui est finalement une des premières observations de la surmortalité des classes populaires et des quartiers densément peuplés par les ouvriers à Bruxelles. C'est une carte qui a été réalisée par Édouard Duc-Pessiot, qui avait beaucoup de casquettes dans sa vie, mais qui a notamment réalisé une étude sur la mortalité à Bruxelles en comparaison de celle d'autres villes, et qui fait une forme de une première géographie de la surmortalité à Bruxelles en 1840-42. Donc, on est entre deux crises de choléra, et il observe la mortalité ambiante, si j'ose dire, dans la ville de Bruxelles. Et ces études montrent évidemment les couleurs roses, c'est les couleurs où il y a une forme de surmortalité par rapport à la moyenne, et les couleurs bleues, c'est les quartiers les rues dans lesquelles il y a une sous-mortalité. Et très clairement, on voit apparaître ici la géographie sociale que je vous dressais en parlant de la distribution d'eau, à savoir un quartier du parc, de la cour, du Sablon, et puis quelques quartiers commerçants qui sont plutôt épargnés, en tout cas qui connaissent une sous-mortalité, et puis les quartiers ou les rues colorées en rose, qui sont les quartiers qui correspondent au Marolles, au bord de la Seine, au quartier Notre-Dame aux Neiges, le quartier Notre-Dame au Rouge aussi, le quartier du Diable dans le haut de cette représentation. Cette surmortalité est très clairement mise en lien avec la mauvaise eau. On a parfois tendance à dire que que les liens entre la mauvaise qualité des eaux et la santé, ou la santé publique, ou l'hygiène publique, ne sont faits qu'avec les découvertes de Pasteur à partir des années, et de Koch plus tard, à partir des années 1880, pardon. C'est faux, dans le sens où il y avait une compréhension d'une corrélation forte entre cette disposition d'une eau de bonne qualité et les maladies, ou l'absence de maladies plutôt, et la bonne santé. Je vous mets ici un extrait qui le montre très clairement. Il date de 1849, donc bien avant la bactériologie ou les découvertes de la bactériologie, et qui dit clairement que les principales causes qui entretiennent l'état d'insalubrité, parmi d'autres choses, c'est l'insuffisance d'eau pure pour les usages domestiques et la viciation de l'eau des pluies. Donc ce lien, même s'il n'est pas clairement, les mécanismes ne sont pas clairement identifiés, est clairement établi dès la première moitié ou dès les années 1840 du 19e siècle. Et ce lien entre eau, présence de l'eau, stagnante ou pas stagnante, agite et active la réflexion, mais pas tellement l'action de la ville de Bruxelles. Alors, même si cette question apparaît, on peut se demander, tiens, pourquoi est-ce que la ville n'a pas agi avant 1852, puisque c'est vraiment en 1852 qu'elle va mettre en œuvre de grands moyens pour organiser différemment la distribution d'eau dans la ville.
En fait, c'est le genre de question, précisément, d'un point de vue, historien, qui est une fausse bonne question, hein, il faut mieux se demander parfois pourquoi les choses se font plutôt que pourquoi elles ne se font pas. Mais si on veut vraiment pointer des facteurs pour lesquels, la ville finalement ne s'est pas agitée, avant 1852 pour mettre en place une distribution d'eau qui existe, hein, dans d'autres villes européennes à l'époque. On pourrait pointer, l'état des finances, hein, face aux investissements demandés, c'est une grosse dépense et la ville, n'a visiblement pas les reins suffisamment solides pour assurer cette dépense. Probablement aussi la distance sociale entre les autorités urbaines et les administrés, hein. N'oublions pas qu'on est dans, le vote, très clairement, très censitaire à l'époque et que la distance sociale entre le monde de la bourgeoisie et le monde des ouvriers est souvent, ou du prolétariat, est souvent extrêmement importante, hein, et que peut-être que, quand on vit dans des salons feutrés, on ne comprend pas toujours bien, la détresse ou, les conditions de vie, des plus pauvres, d'entre nous. Et peut-être aussi que le résultat de ces enquêtes, hein, de 1847 et 1849, que j'ai déjà évoquées, ont peut-être contribué à finalement relativiser l'importance de cette, nécessité d'avoir de l'eau à disposition, une autre eau, une eau plus pure, une eau plus propre. Puisque, en fait, dans l'enquête de 1849, alors c'est très subjectif, hein, c'est ce que les habitants, expriment, mais 7 habitants sur 10 expriment qu'ils sont satisfaits des eaux qu'ils ont à disposition. Et donc l'un dans l'autre, ces éléments permettent peut-être de se dire, de comprendre pourquoi la ville n'a pas, agi, aussi vite que d'autres, grandes villes ou capitales européennes. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle se met en marche, je dirais, à partir des années 1850? Eh bien, en fait, la pression, et c'est ça qui est assez intéressant, la pression, comme dans beaucoup d'initiatives d'infrastructures publiques à l'époque, vient plutôt de l'extérieur. Elle vient plutôt d'entrepreneurs. Alors quand on dit entrepreneurs, ça peut être d'anciens militaires, certains médecins, des ingénieurs, heu, des personnes qui, ont des profils variés, mais qui, voilà, qui ont à cœur de proposer, des solutions aux autorités publiques. Évidemment, tout ça s'inscrit, hein, il faut bien se rendre compte qu'avec cette urbanisation, du 19e siècle, enfin c'est vraiment urbanisation très forte, la ville, en fait, devient aussi un espace de marché de services où il y a beaucoup d'acteurs qui se bousculent, hein. Il y a du profit à faire, hein, en termes de fourniture de mobilier urbain, de fourniture d'énergie, et dans tous les domaines, je dirais, de l'infrastructure urbaine, on voit, des tas d'acteurs, de profils qui se bousculent pour profiter heu, de manière très, a priori, très désintéressée, mais on se rend bien compte que très vite l'intérêt revient au galop, des solutions ou des propositions pour la ville. Et en matière de distribution d'eau, hein, l'idée de distribuer l'eau dans chaque maison à Bruxelles a fait son chemin. On a 3 projets qui sont très différents. Le projet d'un nommé Le Hardy de Beaulieu, le projet de Théodore Delso et le projet de Lavelay, qui, les uns vont chercher des eaux de surface, du côté pas trop loin de la ville, à Forêt, ou à l'est de Bruxelles, plutôt du côté du Malbec, voire plus loin, de la Houlu, ou qui vont chercher des eaux de source plus loin, celle du Hain, et ça c'est le projet de Lavelay, et qui soit mettent en œuvre des machines élévatoires et des machines à vapeur, soit amènent l'eau de manière gravitaire. Alors ce qu'il faut dire, c'est que la machine, hydraulique de Saint-Josse-de-Naude, on avait essayé de la booster, hein, dans les années, ou en tout cas de la compléter par de nouvelles machines à vapeur dans les années, 1830, et que ça s'était soldé par un cuisant échec puisque la machine avait explosé. Et donc peut-être que les autorités publiques bruxelloises sont un petit peu frileuses par rapport à ces dispositifs. Hem Et au bout de 4 années de discussions, d'atermoiements, de commissions, d'encommissionnements, c'est finalement le projet des captages des sources du Hain, mais pas celui de Delavelay, celui de l'ingénieur du Sérail qui travaille pour la ville de Bruxelles, qui sera adopté en 1852 et qui est donc un modèle gravitaire, donc pas de machine, et qui va chercher ses eaux relativement loin puisqu'il va jusqu'à 30 kilomètres de la ville. Mais ce qui est intéressant, hein, dans tous ces débats qui ont eu lieu dans ces années-là,
c'est qu'en fait, quasiment, enfin une grande partie des lignes de tension ou de discussion qui animent presque encore aujourd'hui, hein, les débats sur l'eau ou la disponibilité de l'eau ou de l'accès à l'eau sont posés. On discute énormément de la qualité des eaux. Alors, je ne vais peut-être pas revenir en détail sur chacun de ces éléments, hein, puisque on pourrait éventuellement revenir dans la discussion. Sur la quantité d'eau qu'il faut amener à l'eau, est-ce qu'il faut amener 30 litres, qui paraît très suffisant à certains acteurs, ou au contraire 150 litres, qui paraît un minimum à d'autres. Sur les modalités d'exploitation du réseau, et évidemment à l'époque, la grande question, c'est de savoir si on va concéder la distribution d'eau à un acteur privé, ou si on va le prendre en régie, c'est-à-dire si ce sont les autorités publiques qui vont l'assumer. Et on a en tête deux modèles, le modèle français qui, dans certaines villes, est public, et le modèle anglais qui est complètement privatisé. Et ici, l'option bruxelloise, mais l'option belge en général, va être l'option publique, jusqu'à très tardivement dans le XXe siècle. On va se poser la question sur est-ce qu'il faut de l'eau tout le temps ou est-ce qu'il faut simplement remplir des citernes le matin dans chaque habitation, hein, et donc techniquement, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que s'il faut pouvoir avoir de l'eau tout le temps, un service continu, ça veut dire qu'il faut mettre tout le système sous pression en permanence. Est-ce qu'il faut monter les eaux jusqu'aux étages ou pas, qui a aussi une conséquence sur la pression qui doit être disponible, hein, dans le réseau. La discussion aussi sur comment est-ce qu'on indemnise les propriétaires des terrains où se trouvent les sources qu'on va aller capter. Et ici, on va les capter du côté de Braine-l'Alleud, de Lillois, de Uitherzé, donc en Brabant wallon. Et bien sûr, la question du prix. Puisque avec cette distribution d'eau, eh bien, va arriver la question du prix de l'eau, qui ne sera donc plus gratuite comme elle était dans les puits, bien sûr, mais aussi aux fontaines publiques. Et surtout, comment est-ce qu'on va établir un prix pour cette eau? Et là, deux grandes discussions ont lieu. Est-ce qu'il faut se baser sur l'eau consommée, donc faire payer l'eau en fonction de la consommation, ou est-ce qu'on voit ça comme une aménité du logement et que donc on va faire payer l'eau en fonction de la valeur locative ou cadastrale de l'habitation? Dans un premier temps, c'est la seconde solution, la valeur cadastrale de l'habitation qui va être choisie. Et puis plus tard, on se rendra compte d'énormes difficultés liées à ce problème et on se rabattra sur la première euh, solution ou la première façon, c'est-à-dire de faire payer l'eau à la consommation. Et voici le plan, hein, de ces conduites, hein, qui sont réalisées pour amener l'eau à Bruxelles, depuis Lillois, Braine-l'Alleud, jusqu'à un réservoir à Ixelles que vous connaissez encore puisqu'il existe toujours et se trouve à l'endroit, à la rue de l'Ermitage, là où se trouve le CIVA. Vous avez encore un réservoir qui appartient à Vivaquois, hein, qui est l'héritier de ce système, et qui est encore bien visible dans l'espace urbain. Voici aussi quelques images, hein, des réalisations nécessaires pour franchir certaines vallées, pour amener l'eau de façon gravitaire, donc ici on est plutôt sur le modèle de l'aqueduc, hein, l'aqueduc presque romain, qui amène l'eau jusqu'à Bruxelles à travers des constructions quand même relativement importantes. Une autre illustration, hein, des conduites qui vont mener dans tout l'espace bruxellois, donc ici ce sont les conduites principales. Vous remarquerez sur ce plan, hein, que j'ai orienté, donc, la légende est de travers du coup, mais vous remarquerez sur ce plan qu'il y a un pointillé qui indique en fait que la ville de Bruxelles va étendre son service au faubourg, c'est-à-dire au noyau urbanisé des communes limitrophes au Pentagone, où la bourgeoisie s'installe de manière très importante, hein, les hauteurs de Schaerbeek, peut-être un peu moins Saint-Josse, mais en tout cas Ixelles et Saint-Gilles. Et donc, très vite, hein, les services des eaux de la ville de Bruxelles, aussi pour rentabiliser son service, ces investissements, va étendre sa distribution sur les pourtours du Pentagone.
l'entreprise va assez vite puisqu'on estime que dans le Pentagone, en tout cas dans les années 1860, l'ensemble des rues est pourvu des canalisations principales qui permettent par la suite, quand on paye l'abonnement, hein, d'accéder à l'eau dans la maison. Donc le modèle choisi, hein, c'est celui du captage de l'eau de sources lointaines, d'une amenée gravitaire, d'une gestion publique et d'un système payant basé sur d'abord le revenu cadastral et puis sur la quantité consommée. Et bien sûr, cela n'empêche pas la persistance de discrimination entre les plus riches et les plus pauvres, ceux qui peuvent se payer les abonnements, ceux qui n'en ont pas les moyens, ceux qui dépendent de leurs propriétaires pour payer ces abonnements, hein, et qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. D'autant plus, hein, que pendant une courte période, toujours pour essayer de rentabiliser ces investissements, le Collège des bourgmestres et échevins va prendre une décision radicale, hein, qui est décrite ici. Elle va se faire un honneur de rappeler aux habitants que les pompes qui sont situées sur la voie publique doivent être supprimées partout où sont établies les conduites de la nouvelle distribution d'eau. Donc non seulement on veut forcer la main à abonner, hein, sous couvert d'hygiène publique, enfin, sous couvert, en tout cas avec l'argument de l'hygiène publique, mais en plus, on supprime la possibilité d'avoir accès gratuitement à l'eau dans l'espace public. Bon, les récriminations seront trop importantes et la ville devra faire marche arrière en réinstallant un certain nombre de bornes fontaines dans l'espace public, mais on sent quand même l'intention de la ville de clairement rentabiliser ses investissements. Il y a aussi beaucoup de réticences culturelles. Et j'ai trouvé ce petit extrait assez intéressant, hein, du chroniqueur folkloriste Jean Dostag, vous connaissez certainement tous, et qui, dans ses mémoires, hein, rapporte les paroles d'une grande-tante qui devait s'exprimer dans, si mes calculs sont justes, dans les années 1917-1919, hein. L'eau du robinet, c'est de la mauvaise eau, m'avait-elle répondu avec force, en présence de clients où elle tenait un café, qui l'approuvait hautement. C'est de l'eau sale, qui provient on ne sait d'où et qui contient des bichques, et aussi de la pierre en poudre qui forme une croûte de pierre blanche dans les casseroles et aussi dans notre ventre. De plus, cette mauvaise eau coûte cher. Et en été, quand il fait très chaud, on risque d'avoir son robinet à sec, à moins qu'il n'en coule une eau jaune et sale. Donc, la distribution d'eau ne fait pas forcément tout de suite l'unanimité. Alors, il y a évidemment la suspicion par rapport à l'origine, mais il y a aussi la question du coût qui est clairement indiqué dans cet extrait. Et la troisième chose, hein, c'est, et ça va m'amener à la suite, c'est le fait que en fait, cette distribution d'eau va être assez vite dépassée par la demande. Les volumes d'eau pourvus par la ville vont très vite être insuffisants par rapport à la demande globale, d'autant que la ville a accepté de fournir l'eau dans un certain nombre de communes limitrophes. D'où la nécessité, hein, d'acculturer, ou en tout cas de rendre disponibles les habitants à cette nouvelle culture de l'eau. Et donc le fameux manuel de l'abonné à l'eau de la ville, hein, qui explique tout ce qui a trait à cette nouveauté, les compteurs d'eau, comment ça marche, et aussi l'usage de l'eau, en expliquant bien, hein, si on a l'occasion de revenir sur ce passage, en expliquant bien qu'il faut surtout fermer le robinet et qu'il ne faut pas le laisser couler toute la journée. Mais donc si cette distribution d'eau aujourd'hui a 166 ans, à quoi correspondent les 130 ans de l'anniversaire de Vivaquois? Eh bien, cet anniversaire correspond en fait à l'issue d'un conflit entre le service des eaux de la ville de Bruxelles et précisément les faubourgs, qui sont très mécontents des tarifs différentiels qui sont pratiqués, c'est-à-dire que leurs habitants payent plus cher l'eau que dans la ville. Un procès a lieu et les faubourgs perdent ce procès, c'est-à-dire qu'on donne le droit à la ville de pratiquer les tarifs qu'elle veut, mais on leur donne aussi l'assurance qu'ils peuvent organiser eux-mêmes leurs services s'ils le souhaitent. Voilà les 130 ans de Vivaquois, puisqu'en 1891, les 4 communes fondatrices et 5 autres communes associées, donc Scarbeck, Saint-Gilles, Ixelles, Saint-Josse, plus 5 autres communes de l'agglomération, fondent la Compagnie intercommunale des eaux, la CIE, qui deviendra la CIB en 1909 et en 2002, Vivaquois.
Et là, le défi est total, hein, puisqu'il faut essayer de fournir de l'eau aux faubourgs qui sont nettement plus démographiquement fournis, si j'ose dire, et qu'on vise à leur fournir 150 litres d'eau par jour et par habitant. Ici aussi, hein, dizaines de projets qui sont soumis, dizaines de discussions sur les lieux de captage, la quantité, la qualité des eaux. On retrouve en fait les mêmes lignes de tension que dans la première étape. Et finalement, ce sont les eaux du Boc à Spontin, donc à 80 km de Bruxelles, les sources du Boc, qui sont choisies. Voilà, hein, quelques exemples, hein, des réfutations, des discussions, des controverses liées à cet établissement d'une nouvelle distribution d'eau spécifique au Faubourg. Vous pouvez les découvrir en partie dans l'exposition, hein, je fais un petit teaser. Ici aussi des extraits, hein, mais je ne vais pas les lire parce que je sais que j'ai déjà un peu dépassé, pas dépassé mon temps, mais que j'approche de la fin de mon temps. Et ces travaux colossaux sont réalisés entre 1893 et 1899 pour la construction des conduites pour de grands réservoirs sur le même principe que celui d'Ixelles, donc des réservoirs sur les hauteurs de la ville qui permettent de redistribuer l'eau avec une pression suffisante dans l'ensemble de l'espace urbain. Cette réalisation, hein, marque vraiment l'affirmation des faubourgs face à la ville de Bruxelles. Et ça, c'est vraiment, je dirais, quelque chose de très important dans cette histoire de la distribution d'eau à Bruxelles, c'est que la ville de Bruxelles a quelque part perdu la face dans cette histoire face aux faubourgs. Et les faubourgs ne vont pas manquer de le rappeler, hein, même symboliquement dans l'espace, hein. Les fontaines dans l'espace public sont souvent des symboles très puissants, hein. Donc voici un aspect un peu colossal, hein, de ces travaux en 1898. Mais on a des monuments, certains que vous connaissez, qui rappellent, hein, cette victoire des faubourgs. La petite porteuse d'eau à la barrière de Saint-Gilles, hein, qui célèbre la victoire, hein, de l'eau de distribution qui ne nécessite donc plus cette corvée eau. Un monument qui a disparu en 1920, qui se trouvait à Saint-Josse, mais vraiment juste sur les boulevards, c'est-à-dire vraiment à la limite avec la frontière de la ville de Bruxelles. Il y a comme une forme de défi, et puis la statue qui s'y trouvait était quand même très vindicative. S'appelait le monument aux eaux du Boc, qui symbolisait un homme qui dompte un boc, un bouc, hein, en flamand, le boc, enfin, boc en flamand veut dire bouc. Une aussi plus connue, qui se trouve toujours dans le square Armand-Sturs à Bruxelles et qui rappelle, hein, l'autonomie communale et l'importance des ententes intercommunales. Alors cette compagnie va mettre le intercommunal, hein, qui bénéficie des moyens de toutes ces communes, va mettre le paquet pour essayer d'augmenter les volumes d'eau disponibles et conclure sans cesse des nouveaux contrats avec les communes de l'agglomération bruxelloise. C'est vraiment l'acteur majeur de l'extension du réseau de distribution dans l'agglomération et plus tard dans la région au sens large du terme de Bruxelles. Voilà quelques exemples, hein, des concessions qui sont conclues avec toutes sortes de communes du Grand Bruxelles. Quelque part, hein, peut-être un élément qui est important à souligner ici, on a souligné le rapport centre-périphérie entre la ville et les faubourgs, mais il y a aussi une forme de métropolisation de l'eau bruxelloise, c'est-à-dire, ou plutôt de métropolisation de la distribution d'eau, dans le sens où les captages qui seront effectués jusque dans les années 60, en fait, sont tous situés en Wallonie. 97% de l'eau actuelle de Bruxelles provient de Wallonie, avec parfois des conflits un peu durs avec les propriétaires ou les industriels des régions concernées. Donc, on peut parler d'une extension des tentacules bruxelloises. Ah, voilà un exemple peut-être de rapport à la périphérie, la lettre type pour racheter les propriétés ou les sources qu'on va mettre à disposition de la distribution d'eau à Bruxelles. Alors, je vois qu'il est
il est l'heure, je vais juste prendre peut-être, si Pascal me l'autorise, peut-être encore une dizaine de minutes hein, pour passer les 2 points en revue. La Première Guerre mondiale, les destructions et les difficultés financières qui s'en suivirent, en fait, vont mener à la fusion des 2 sociétés bruxelloises en 1933. Hein. On est aussi dans une période de crise économique assez intense et finalement, ça apparaît comme le meilleur moyen de faire des économies d'échelle et de mettre ensemble les capacités de production. Et voilà la convention hein, où la ville de Bruxelles, quelque part, signe, enfin, se met d'une certaine manière au service de la compagnie intercommunale bruxelloise des eaux, la CIB. À partir de ce moment-là, face à une croissance démographique qui repart à la hausse, mais surtout une transformation des modes de vie, j'y viendrai dans un instant, en fait, le mot d'ordre, ça va être captage, 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 amener de l'eau, toujours plus d'eau à Bruxelles. Vous avez ici sur le slide hein, une énumération de tous les endroits où la compagnie intercommunale bruxelloise des eaux va aller puiser ces eaux, après le Boc, le Houillou, la forêt de Soigne, le bois de la Cambre, le Hain et Braine-l'Alleud. On va ajouter des mines désaffectées du côté de Namur, des captages dans la région de Mons, des eaux dans les carrières désaffectées du côté de Fleurus et d'Écosine. Hein. La première photo à gauche est la carrière Goffard à Écosine. La photo du milieu, bah, c'est la carrière, la mine de Védrin qui est désaffectée. Et puis la photo de droite que je trouve particulièrement jolie, c'est le passage de certains siphons sous une autoroute en construction, enfin ou plutôt à reconstruire du côté de Waterloo. Et donc ces captages produisent en moyenne près de 340 000 mètres cubes d'eau par jour. Aujourd'hui, on est autour, si je ne me trompe pas, de 500 000, enfin en pointe, 500 000 mètres cubes. Mais c'est surtout l'avènement d'une société de consommation hein, qui va pousser à pratiquer ces captages de plus en plus nombreux. L'appareil d'électroménager, principalement machine à laver, lave-vaisselle, mais aussi une transformation des pratiques d'hygiène et en particulier l'avènement de la salle de bain dans le logement. Voici un petit graphique hein, qui montre bien à quel point cet équipement en salle de bain appartient à la deuxième moitié du XXe siècle, puisqu'on a pu reconstituer, grâce au recensement, eh bien, la progression de cet équipement en salle de bain. Et vous voyez sans doute hein, quand même que cet équipement est peut-être plus tardif que dans nos mémoires collectives, puisqu'on peut considérer que le seuil des 50% de logements, enfin la totalité des 50% de logements en région bruxelloise, des 19 communes, n'est atteinte, hein, si on prend l'ensemble des communes en considération, que, pourrait-on dire, autour, entre les années 70 et 80. Mais donc, une autre illustration hein, de cette croissance des volumes d'eau disponibles et des volumes d'eau consommés en 1972. Et le problème qui commence à se poser de se demander si on aura assez d'eau en Belgique pour assurer tous ces besoins. Un commissariat royal aux problèmes de l'eau est même créé en 1965 pour essayer d'anticiper les problèmes de l'eau. Jusque dans les années 70, c'est vraiment cette angoisse de manquer d'eau qui agissent les différentes entreprises bruxelloises. C'est dans ce contexte que je dirais le clou ou la clé de voûte du système Vivacois va être mise en place. C'est l'usine de Taillefer, une usine qui pour la première fois va capter les eaux, non pas dans les eaux souterraines qui sont entre guillemets naturellement consommables ou presque, mais dans les eaux de surface, dans celle de la Meuse, et à l'époque, il n'y a pas de station d'épuration. Hein, donc, c'est une grosse usine qui doit assurer la potabilisation de l'eau et qui sera construite entre 69 et 76. C'est vraiment, je dirais, la dernière grande infrastructure que Vivacois, enfin l'ACIB à l'époque, va mettre en place. Hein. Ici, vous avez une idée du chantier que ça a représenté dans un des bras de la Meuse à Lustin, ou la construction des réservoirs qui doivent évidemment assurer la distribution quotidienne et la répartition quotidienne de ces masses d'eau qui sont désormais disponibles pour les Bruxellois. Mais
Au seuil des années 80, en fait, le réseau a pris les traits qu'il connaît encore aujourd'hui, hein. C'est assez clair quand on compare le réseau Vivacois en 72, ou peut-être que c'est 74 en fait, je crois que c'est 74, donc après la construction de Taillefer et le réseau d'aujourd'hui. En gros, il y a plus grand chose qui a bougé depuis en termes d'amener et de volume d'eau, à amener à Bruxelles. Et n'est sans doute pas étranger à cette espèce de stabilisation. En fait, la stabilisation de la consommation d'eau elle-même, voire sa diminution depuis au moins les années 2000. J'ai pas réussi à avoir les consommations d'eau avant 2002, mais on voit très clairement que depuis 20 ans, les consommations diminuent de façon, les consommations par habitant et par jour diminuent de façon assez frappante, hein, puisque en 2002, chaque Bruxellois consommait encore 122 litres par jour par habitant, alors qu'aujourd'hui, on est à 96 litres, peut-être 98 avec le confinement de l'année dernière, hein, où on est resté plus longtemps à la maison. Mais donc quand même une diminution relativement significative. Alors, quels sont les héritages au présent de cette longue histoire, hein, je pense, hein, qu'en particulier, ces héritages sont réactualisés aujourd'hui à la lumière des nouveaux enjeux sociaux et environnementaux qui, qui transforment nos rapports à cette ressource, hein, et en particulier ce qu'on pourrait résumer dans l'apparition de nouveaux types de vulnérabilité hydrique. Alors c'est un terme un peu savant, mais pour dire finalement, d'une part, la vulnérabilité hydrique des personnes, c'est-à-dire la difficulté d'accès à une eau quotidienne par de plus en plus de Bruxellois, puisqu'une étude a révélé assez récemment qu'on peut estimer entre 8 et 10% les personnes qui habitent Bruxelles et qui sont considérées en vulnérabilité hydrique, c'est-à-dire qui n'ont pas un accès facile et suffisant à l'eau. Les raisons peuvent être multiples, hein, le fait de ne pas avoir de logement, d'être à la rue, d'être migrant dans un camp au parc Maximilien, ou d'être dans un mauvais logement insalubre, ou d'être dans une instabilité de logement, c'est-à-dire d'avoir un logement qui n'est pas fixe, mais aussi d'avoir des revenus trop peu élevés pour payer des factures qui, elles, deviennent trop élevées. Et face à cette situation, ben, l'évidence de la salle de bain, hein, qui s'est affirmée dans les années 70 et qui a fait disparaître de l'espace public des tas d'infrastructures qui autrefois permettaient d'avoir accès à l'eau, ben, doivent peut-être être repensées aujourd'hui, hein. On a bien vu que dans la crise Corona dans laquelle on se débat encore, la question de l'accès à l'eau est ressortie vraiment comme un dispositif d'urgence absolument nécessaire. Et donc, repenser la question de l'eau dans l'espace public, c'est probablement une des lignes de tension qui devrait être réactualisée, de tension ou de solution qui devrait être réactualisée. Hein, voilà des cartes qui montrent le peu de disponibilité de douche ou d'accès à l'eau à Bruxelles aujourd'hui, que ce soit en matière de douche ou en matière de toilettes, de fontaines ou d'urinoir. On peut revenir sur ces cartes dans la discussion si vous voulez. Le prix de l'eau devient problématique. Alors, on pourra parler peut-être des processus de la nouvelle ordonnance qui devrait rentrer en vigueur au début de l'année prochaine, qui a proposé des pistes intéressantes, mais qui risque malgré tout de mettre sur le carreau des personnes qui auraient besoin d'avoir des aides sociales ou en tout cas des aides à l'accès à l'eau. Et les lignes qui sont dessinées dans l'ordonnance telle qu'on la voit aujourd'hui ne permettront sans doute pas de rendre, en tout cas de rendre plus accessible l'eau à ceux qui en ont le plus besoin. Et je dirais qu'à part la vulnérabilité des personnes, il y a aussi les vulnérabilités écologiques, principalement liées au dérèglement climatique. Je ne vous fais pas le topo, hein, la photo est parlante et puis tous nos imaginaires sont parlants aussi. Et que face à cette, je dirais, à cette vulnérabilité écologique, en fait, ce qui se dessine aujourd'hui, c'est la nécessité de repenser l'entièreté du système socio-hydrotechnique bruxellois. Un terme compliqué, mais pour bien montrer que c'est à la fois un système technique et un système social et un système hydrique, pour essayer de faire diminuer les coûts de gestion. Parce que c'est vraiment ça qui rend la facture d'eau de plus en plus élevée, c'est qu'il y a des coûts de gestion de cette infrastructure héritée, qui sont de plus en plus importants et difficiles à couvrir.
comment le faire? 2 options, enfin en tout cas 2 attentions, relocaliser, c'est-à-dire redécouvrir les sources locales et décentraliser, c'est-à-dire mettre en place des dispositifs qui sont peut-être sans doute plus des infrastructures centrales, centralisées, des réseaux, qui sont contrôlés à partir d'un seul point, mais plutôt plein de petits dispositifs dans la ville et qui permettraient sans doute aussi de faire diminuer les coûts de gestion de ce système dont je n'ai abordé qu'une partie, hein, qui est celle de la distribution d'eau, mais qui en fait est beaucoup plus compliquée que ce que j'ai pu décrire aujourd'hui, puisque l'eau à Bruxelles, c'est bien plus que la distribution d'eau à domicile. Et voilà un petit schéma qui a essayé de montrer justement, hein, la complexité de ce système et les difficultés que ce système rencontrera probablement face aux vulnérabilités hydriques des personnes et aux vulnérabilités écologiques. Voilà, j'ai été un peu plus longue que prévu. Il est 48, 10 minutes. J'espère que je ne vous ai pas trop fatigué avec ces 10 minutes supplémentaires et je me fais un plaisir de répondre à vos questions ou à vos remarques ou à vos commentaires. Voilà, merci beaucoup Chloé. Tu dois avoir soif. C'était très intéressant. Je propose que si vous voulez intervenir, pardon, vous leviez votre petite main à côté de votre nom. En attendant, moi j'ai toute une série de questions qu'on a posées dans le chat pendant ta présentation, des questions qui sont plus des questions de détails et des précisions. Est-ce que Oui, je continue à partager mon écran ou pas? C'est juste une question parce que pratique. peut-être parce qu'il y a peut-être l'une ou l'autre question ici de précision qui vont te demander de revenir vers une ou l'autre de tes slides. Donc, dans la partie médiévale, avec l'alimentation en eau dans la ville, quelqu'un a demandé les canalisations des fontaines, en quoi sont-elles faites? En bois, en plomb, en fonte, etc. Alors c'est clairement des artisans du métal qui s'en occupent et probablement, on les appelle plombiers, donc il y a certainement une grande partie qui est en plomb. Maintenant, on ne peut pas exclure qu'il y ait d'autres matériaux qui aient été utilisés, mais il y a beaucoup qui étaient en plomb. Mais c'est clairement du métal. Mhm. Je Et donc, une précision aussi, mais je crois que tu l'as expliqué, quand on parle de fontaine, on ne parle pas nécessairement de source. Donc, Non, donc non, les sources, enfin, j'essaye de réserver le mot vraiment à la résurgence, c'est-à-dire l'eau qui sort de terre. Alors on peut aménager une source en la maçonnant par exemple et pour qu'on puisse y avoir accès, mais la fontaine, c'est vraiment plutôt le monument qui permet de faire jaillir l'eau qui est une eau de source qui est captée éventuellement sur les hauteurs et qui est amenée par le système des vases communicants avec une pression et qui rejaillit dans le bas de la ville. Mais donc, en français, les deux termes enfin, en tout cas, sont bien séparés, mais c'est problématique parce que dans les textes en flamand, enfin en brabançon ou en bruxellois du Moyen-Âge, c'est souvent le mot bronn ou borne qui est utilisé indifféremment. Donc, voilà, c'est... Mais on donc, utilise fontaine aussi quand il s'agit vraiment du monument. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. tu as montré une carte des fontaines aussi dans la première partie. Et il y a une question qui était, il y a deux points rouges dans ces fontaines qui marquent les poules. Ah oui. Et donc, quelqu'un demandait est-ce qu'il s'agissait d'étangs ou de quoi s'agissait-il exactement? Eh bien, en fait, il s'agit de... Attends, je vais essayer de reprendre la carte. Il s'agit, je crois que le mot le plus juste, ce serait réservoir ou bassin. En fait, je vais essayer d'aller retrouver la carte. Voilà. Ce sont des bassins qui sont aménagés, comme vous le voyez, soit près des portes de la ville. Et donc, on suppose qu'ils étaient surtout disposés là pour l'alimentation des animaux, des chevaux notamment, qu'on laisse à proximité des portes pour les abreuver.
En fait, il y a deux grandes catégories, hein, donc ceux qui sont à l'extérieur de la ville. Il y en a quelques-uns qui sont dans le haut de la ville. Là, leur fonction n'est pas tout à fait claire, mais sans doute aussi des abreuvoirs. Et alors, ceux qui sont dans le bas de la ville avaient non seulement une fonction peut-être d'abreuvoir, mais, et c'est très clair dans un texte médiéval, de bassin de rétention. C'est-à-dire qu'ils se trouvaient un peu l'ancêtre des bassins d'orage, si vous voulez, enfin, sauf qu'ils étaient en surface. Ils se trouvent au bas des ruisseaux historiques de la ville. Et en cas de crue, en fait, ils permettent d'éponger un tout petit peu, bon, pas de manière, enfin, sans doute dans de fortes crues, pas de manière très, très efficace, mais d'éponger malgré tout le courant d'eau pour éviter qu'il inonde les rues. En tout cas, c'est très clairement mentionné dans un texte médiéval, et d'ailleurs, c'était assez surprenant de découvrir cette fonction-là pour une époque si ancienne. Mhm. Par rapport à la machine hydraulique de Saint-Josse, est-ce que l'eau était amenée directement dans les maisons ou dans des fontaines situées dans les jardins? Est-ce qu'il y avait des robinets ou est-ce que... Oui, alors donc la machine enfin la machine pompait l'eau, l'amenait dans ce réservoir qu'on appelait la tour hydraulique, et de là, des canalisations souterraines sillonnaient les différentes parties du quartier. Donc elle alimentait à la fois des fontaines dans le parc, hein, dans la Warande, près du palais, à la fois les bâtiments du palais lui-même, les cuisines, etc., voire les écuries. Et donc là, on imagine, mais je n'ai pas de mention exacte, qu'il s'agit de robinets, voire parfois peut-être de coulants d'eau continus, hein, et puis il y avait une évacuation. Et puis, ça, au fur et à mesure du temps, des particuliers ont demandé à être raccordés. Et là, c'est probablement un robinet à jauge qui a été installé, c'est-à-dire que tous les matins, le fontainier, ou tous les matins, ou toutes les après-midi, je connais pas, je crois que c'est le matin, le fontainier venait ouvrir le robinet, remplir un volume, une capacité d'eau, et refermait avec sa clé le robinet pour que les gens, les particuliers, aient une certaine quantité d'eau à disposition pour la journée. Il faut ajouter que le système de la machine hydraulique était réputé assez défaillant et que beaucoup étaient mécontents du service offert. Mais voilà. Et d'autant plus qu'il y a eu de plus en plus de gens qui se sont raccordés et que les besoins ont été de plus en plus difficiles à satisfaire. Et une question en lien, dans cette distribution d'Ancien Régime, est-ce que l'eau publique était un minimum traité ou bien est-ce qu'on l'utilisait comme telle? Comme tel. Comme tel. En fait, jusqu'aux grandes découvertes de bactériologie, hein, Pasteur et Koch dans les années 1880, les seules façons, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on explique aussi dans l'exposition, les seules façons de s'assurer qu'une eau est entre guillemets bonne, c'est des caractéristiques qu'on appelle organoleptiques, c'est-à-dire le goût, l'odeur, la limpidité. Et, très important, la réputation. C'est-à-dire que si tout le monde en boit et que personne n'est malade, c'est qu'a priori elle est bonne et que vous pouvez en boire. Et donc, c'est vraiment ces quatre facteurs qui déterminent la qualité de l'eau. Après, au 19e siècle, c'est vrai qu'avant avant la bactériologie, on essaye aussi de peser ce qu'il y a dans l'eau, c'est-à-dire en faisant évaporer l'eau, on essaye de voir ce qu'il y a comme type de résidus, de matière sèche, et on essaye aussi, parce que la microscopie a quand même fait quelques progrès depuis le XVIe siècle, on essaye aussi de distinguer s'il y a de la matière organique ou pas dedans. Donc, au caractère organoleptique s'ajoutent au cours du XIXe siècle ces deux éléments-là, les matières sèches et les matières organiques. Et s'il y a de la matière organique, alors on préfère ne pas l'utiliser. Mais en termes de traitement, il n'y a rien à ma connaissance. Avant le chlore, en fait. Encore une question, puis je passe aux mains levées. Tu n'as pas parlé de la sécurité publique et de la lutte contre les incendies. Est-ce que dans toute l'histoire, aussi bien sous l'Ancien Régime que l'époque contemporaine, est-ce que ça rentre en compte dans la distribution d'eau? Oui, tout à fait.
Alors certainement au moment où on instaure les premières, distributions d'eau, donc de 1855 et 1891, c'est vraiment quelque chose qui préoccupe, fort, les édiles. Heu, je Mmh. n'en ai pas parlé volontairement parce que j'ai pas considéré que c'était de l'eau quotidienne, au sens où je l'ai défini au départ. Mais oui, c'est quelque chose de très, très important et pendant l'Ancien Régime aussi, c'est très important, hein, et beaucoup de quartiers ou en tout cas de personnes éduquées dans certains quartiers, adressent des récriminations quand il y a pas assez d'eau, en pointant le fait qu'en cas d'incendie, c'est quand même très important et en 1731, quand le palais du Coudenberg brûle, eh ben, ça reste dans toutes les mémoires. C'est le fait qu'il n'y avait pas suffisamment d'eau à disposition et donc là, c'est vraiment un facteur très important. Voilà, je n'en ai pas parlé, mais effectivement, c'est une composante très importante. Alors, monsieur Philippe Médry, vous avez levé la main, je vous accorde la parole. Voilà, je pense que vous m'entendez. Monsieur Médry, Je vois que le micro est pas oui, ouvert. oui, Mmh mh. demandez la règle. Allô? Oui, Oui, voilà, je vous entends. vous m'entendez? Maintenant, on Oui, vous entend. Ouais. Ah, très bien. Écoutez, voilà, moi j'avais une question peut-être un peu plus politique, mmh dans la mesure où vous avez parlé tout à l'heure, donc vous avez dit précisément que ce serait peut-être bien de penser à la relocalisation et à mh. la décentralisation Mmh. euh, en matière donc de distribution d'eau. Est-ce que vous pensez à ce moment-là que c'est une matière qui devait être refédéralisée et comment dirais-je et qu'en fin de compte voilà, je ne sais pas très bien comment vous Oui. voyez ça. Quel serait le gain pour le consommateur final? Non, alors, bon, évidemment, j'étais très vite sur la fin. Non, quand je dis, relocaliser, c'est vraiment dans l'idée de, redécouvrir des alors, je m'empresse de dire que ces propositions ne peuvent venir qu'en complément d'infrastructures, centralisées, hein, et qui existent, hein. Donc c'est pas qu'on va tout changer, on doit aussi cet héritage, il est là, on ne va pas l'envoyer, valdinguer si j'ose dire, mais c'est d'essayer d'augmenter la part des ressources locales et je pense que dans comment, les 2 derniers siècles, en fait, on a complètement oublié qu'il y avait à disposition des sources à Bruxelles et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui essayent de s'accommoder, enfin de redécouvrir ces sources, pardon. Mais quand on parle ressources locales, c'est la pluie aussi et que donc il y a des tas d'usages qui peuvent très bien être assumés par la pluie, par l'eau de pluie et ne nécessitent pas forcément une eau potable. Et donc c'est aussi la question de quelle eau pour quel usage. Donc c'est ça qui est contenu dans le mot relocaliser, c'est-à-dire remettre à profit des ressources locales. Et dans ce qui est décentralisé, donc je ne parlais pas du tout des niveaux de pouvoir aujourd'hui, même si voilà, il y aurait énormément de choses à dire, hein, et que notamment la fédéralisation dans les années 70 a vraiment cassé un processus qui était écologiquement assez bien parti, c'est-à-dire qu'on allait enfin en Belgique, un peu sur le modèle français qui était antérieur, euh, gérer l'eau au niveau des bassins versants. Mais la fédéralisation, dans les années 70, a complètement cassé ça en accordant les compétences environnementales, et notamment sur l'eau, à chaque région. Mais évidemment, Bruxelles n'est pas un bassin versant, et donc il y a effectivement beaucoup de problèmes qui ont été causés par ça. Mais ce que je voulais dire, je referme la parenthèse, mais ce que je voulais dire par rapport à la décentralisation, c'est de nouveau plutôt par rapport aux infrastructures. Et donc là, je reprends peut-être ma dernière slide, si j'arrive. Je suis sûre qu'il y a moyen de faire ça plus vite, mais je n'ai pas le petit outil. C'est en fait de se dire, mais la distribution d'eau n'est qu'une composante de ce système très, très compliqué qui est celui de l'eau. Hein. Et donc, par exemple, aujourd'hui, le prix de l'eau que vous payez, vous et moi, il est non seulement basé, ah voilà, c'est ça, il est non seulement basé sur l'eau que nous consommons, donc l'eau qui est fournie par Vivaqua, mais il est aussi
basée sur, une contribution à l'épuration des eaux usées. Et donc, cette contribution à l'épuration des eaux usées, elle sert à entretenir l'investissement dans les stations d'épuration. Mais ces stations d'épuration, 2/3 des eaux qui passent dans ces stations d'épuration, c'est de l'eau de pluie. Il n'y a qu'un tiers qui provient de la consommation des usagers. Et donc, il y a quelque chose d'un peu injuste, c'est qu'on fait payer aux consommateurs Vivaquois le prix de l'épuration de l'eau de pluie. Oui, d'accord. Et donc, parce que ce sont de grosses infrastructures coûteuses qu'il faut entretenir et qu'on doit faire payer. Mais ici, il y a quelque chose d'injuste dans la façon dont c'est payé. Et par ailleurs, on pourrait imaginer, plutôt que tous les gros bassins d'orage qui contribuent à ce système, d'imaginer beaucoup de petits dispositifs décentralisés qui permettent de gérer la question des inondations, qui est directement liée aussi au coût des stations d'épuration. Mais bon, là, je rentre un peu trop dans les détails techniques. Mais en gros, l'idée, c'est de dire peut-être qu'on est à un âge écologique ou à une période écologique où, plutôt que de continuer dans le modèle du 19e siècle, qui est quand même le modèle de l'ingénieur, de l'infrastructure centralisée, on pourrait revenir à des dispositifs plus décentralisés, plus low-tech, à la limite qui demandent moins de connaissances techniques, qui sont plus à la mesure des habitants, et qui soient distribués sur le territoire de la région plutôt que centralisés dans des grosses infrastructures. Voilà. Donc, je ne sais pas si... Vous avez répondu à mes questions. Super, tant Enfin, mieux. ma question, merci beaucoup. C'était une conférence passionnante. Avec Merci. plaisir. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre est... voilà, Monsieur de Vondel, j'allais vous passer la parole. Voilà. Donc là, vous devez, je crois, allumer votre micro. Voilà, vous m'entendez? On vous entend très bien. Oui, oui. Passionnant, hein, très très bien fourni, aucune critique. Simplement des petites précisions. Ce que vous venez de dire ici en dernier lieu me semble un peu erroné parce que en fait, ce qui est payé par les Bruxellois au niveau de l'assainissement, c'est en fonction au prorata de ce qui est consommé sur votre compteur. Donc personne ne paye vraiment de l'eau de pluie. Non. En fait, vous avez deux postes dans la facture d'eau. Vous avez en fait ce qui est appelé assainissement communal et qui concerne tous les égouts communaux, et ce qui est l'assainissement régional, à savoir toute la politique qui va jusqu'aux stations d'épuration. Mais ce que les Bruxellois payent est un prorata en fonction de ce qu'ils ont consommé en eau et pas de ce qu'ils rejetaient, parce qu'on ne sait pas mettre de compteur tout simplement sur un égout, un raccordement d'assainissement. Non, non, bien sûr. Non, mais ça, je vois bien. Mais donc, on fait payer les Bruxellois au prorata de leur consommation, tout à fait, hein, en fonction de quelque part ce qu'on imagine qu'ils rejettent dans le réseau d'égout. Mais au total, ce qui est rejeté dans le réseau d'égout, la consommation d'eau ne représente qu'un tiers des eaux de l'égout. C'est Ça ça, veut dire, oui. oui, ça veut dire que les Bruxellois, en fait, malgré tout, payent pour l'épuration d'eau de pluie. Puisque c'est le principe du pollueur-payeur, ça veut dire que l'ensemble des coûts d'entretien de la station d'épuration sont portés sur la facture du consommateur. Pas sur la facture de consommation d'eau, justement. Je ne sais pas comment c'est rétribué finalement, puisqu'on est passé en 10 ans en fait d'une politique qui était publique aussi au niveau de l'épuration. Je parle bien rien que de l'épuration. Avant, vous aviez deux stations, l'une qui était publique, l'autre privée, qui sont toutes les deux devenues gestion privée et qui épurent l'eau, on est tout à fait d'accord. Mais comment ils sont rétribués, c'est une autre question, mais pas en fonction, peut-être avec de l'argent justement que les Bruxellois payent via leur facture d'eau, mais pas en fonction de cette eau qui est envoyée chez eux. D'ailleurs, de l'eau de pluie, si elle est pure, elle n'est pas vraiment épurée au sens logique dont on parle. Oui, mais les stations sont elles sont formatées, je trouve plus le mot, elles sont configurées pour accueillir les eaux du système unitaire d'égout qui mélange bien les eaux de pluie et les eaux de consommation, les eaux usées des Bruxellois.
Donc, ouais, mais c'est une question, enfin, je pense que c'est une question C'est très technique, technique, hein, oui, on est bien mais d'accord. qui mérite vraiment notre attention, parce que en filigrane, peut-être qu'on on peut revenir à l'occasion sur cette question-là, mais en filigrane, l'idée, c'est de se demander pourquoi est-ce que ce ne serait pas un impôt public qui payerait le coût des stations d'épuration plutôt que l'eau consommée par les Bruxellois, puisque cette eau ne constitue qu'un tiers de ce qui passe dans les stations d'épuration. Oui. Voilà, donc c'est une question fiscale en fait. Mais même philosophiquement, on se rend bien compte. Bon, moi, je travaille chez Vivacois, hein, donc c'est des éléments qu'on perçoit. Vous avez parfaitement raison. Hein, un des plus grands paradoxes, finalement, c'est de mettre à disposition une eau qui est presque parfaite au niveau consommation d'eau et savoir que finalement, la consommation même des Bruxellois doit représenter plus ou moins au niveau des gens 10 à 20% de celle-là. Donc l'eau sert à d'autres usages qu'évidemment que de boire, ça sert à l'hygiène, comme vous l'avez dit, ça sert aux machines à laver, aux machines lave-vaisselle, et il y a plein d'autres choses. Et a-t-on besoin d'une eau une aussi bonne qualité pour tous ces usages-là? Mais c'est un discours qui est presque plus philosophique qu'autre chose. Oui, tout à fait. Et puis, on est très dépendant de ce système. Hein. On ne pourra pas le changer comme ça de toute façon. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt qu'il faut essayer de vivre avec cet héritage en l'aménageant au mieux, le plus possible, mais en sachant qu'on va, voilà, on va pas le transformer radicalement et on va pas tout d'un coup passer à un système qui soit pas unitaire ou avec deux qualités d'eau de distribution comme on peut avoir à Paris, par exemple, enfin, pour certains usages. Donc voilà, on doit vivre avec cet héritage, mais au vu de ce qui nous arrive, il faudrait essayer de penser comment le faire bifurquer vers quelque chose de moins coûteux et d'écologiquement plus juste. Voilà. C'est un peu ça le sens de mon propos. Voilà. Nous avons encore 2 intervenants, puis on vous laissera aller boire abondamment. Monsieur Delot, bien sûr. Monsieur Brouwers, je vous passe la parole. Voilà, vous m'entendez? Oui. Moi, c'est juste un détail. Les 500 000 ou les 300 000 mètres cubes d'eau sont amenés par gravitation ou par pression? Alors, grosso modo, c'est vrai qu'il faudrait que j'ai ma petite fiche devant les yeux pour être sûre de parler de bêtises, mais grosso modo, donc il y a Taillefer n'est pas à proprement, l'eau de la Meuse n'est pas amenée que par gravité, puisqu'elle est d'abord envoyée avec des pompes jusqu'à Callois. Et Taillefer peut représenter entre 40, parfois 50, voire 60%, parfois, je crois. En tout cas, c'est cet ordre de grandeur-là, de l'eau qui est amenée aux Bruxellois. Le reste est amené essentiellement, uniquement par gravité, essentiellement. Voilà. Merci. Merci. Donc, pour répondre à votre question, donc une fois que c'est dans les réservoirs, bah forcément, la pression, mais c'est une pression gravitaire, permet d'envoyer dans des zones même élevées de la région à travers ce principe des vases communicants. Donc la pression est naturelle, entre guillemets, quoi. Merci. Et peut-être une dernière question de Monsieur Leguet. Je vous ouvre le micro. Voilà. Oui, merci beaucoup. Très intéressant, votre intervention. Moi, je veux réagir sur ce que vous dites à la fin. Vous parlez de 2 qualités d'eau à Paris. Et ben, pour votre conférence, j'ai lu un peu. Et en fait, apparemment en France et ailleurs, et notamment au Japon, je crois qu'ils utilisent de l'eau brute pour l'évacuation des toilettes. Alors ma question est, est-ce qu'il ne serait pas possible, est-ce qu'il y a un réseau d'eau, il n'y a pas de réseau d'eau brute à Bruxelles? Non. Et quand vous reparlez de décentraliser et d'avoir peut-être aussi du local, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser l'eau brute justement pour ce système-là? Mais qu'est-ce que ça implique comme infrastructure? Ben, je dirais qu'on n'est qu'à l'aube de ces réflexions. C'est-à-dire, effectivement,
enfin, ce sont des pistes qu'il faut explorer, c'est-à-dire dans quelle mesure, que ce soit des eaux de pluie ou des eaux locales un peu abandonnées, mais qui pourraient retrouver une certaine utilité, pourraient être remises en service, mais je dirais ce serait de toute façon à des échelles relativement locales, dans un quartier ou d'une habitation. Donc, on n'est qu'au début de ces réflexions-là, mais effectivement, repenser l'eau de pluie, non pas comme un déchet qui tombe dans les égouts et qui va aux stations d'épuration, et repenser l'eau potable comme étant réservée à certains usages particulièrement délicats, entre guillemets, semble être quand même une piste très intéressante et importante à ouvrir aujourd'hui. Et il y a des associations, et je pense aussi des administrations qui se préoccupent de ça, hein, que ce soit chez Vivaquois d'ailleurs, ou à Bruxelles Environnement. Je veux dire, il y a des réflexions à ce sujet-là, mais Vivaquois, enfin, je ne sais pas, je parle sous le regard de Monsieur de Vondel. Vivaquois est quand même dans une situation financière où l'important, c'est d'assurer le maintien de l'infrastructure pour le moment. Et à faire des investissements n'est pas toujours une chose facile. Donc, on est un peu dans un nœud, hein, de ce point de vue-là. Et si vous permettez, que deviennent les différentes eaux de source qui existent à Bruxelles? Elles sont perdues, elles ne sont pas du tout utilisées? Oui, c'est ça, la plupart sont connectés aux égouts. Mais il y a un très intéressant collectif qui s'appelle les chercheurs de sources, qui justement refait un inventaire des sources bruxelloises encore visibles ou facilement déconnectables du réseau d'égouts. Et c'est en partie chapeauté par l'association Coordination Seine, qui a vraiment lancé ces chercheurs de sources. Hein. C'était, alors peut-être pour ceux qui ne lisent pas le néerlandais, ici, c'était un article dans le Brus d'il y a quelques mois. Hein, je vais faire ça. Citizen Scientists, donc des citoyens scientifiques découvrent plus de 150 sources et espèrent faire face de cette façon à l'assèchement et à la pollution. Bon, il faut lire l'article pour comprendre, évidemment, mais donc il y a vraiment, et donc les petites images que vous avez à droite ici, c'est typiquement le genre de travaux qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils reprennent des cartes anciennes, enfin ici on ne voit pas bien, mais c'est une carte ancienne, qui permet de localiser des sources et parfois de les retrouver sur le terrain, parfois visibles, parfois cachées dans un parc, et de les mettre à l'inventaire, et donc de commencer un travail de revalorisation. Donc, si ça vous intéresse, il y a moyen de se mettre en contact avec les chercheurs de sources de Bruxelles. Oui, merci. Et excusez-moi, et par rapport au problème de sécheresse qui commence à se poser ici ou là, dans quelle mesure il ne va pas y avoir des conflits d'accès à l'eau entre Bruxelles et sa périphérie et les régions d'alimentation? On peut faire toutes sortes de scénarios prospectifs. A priori, si on regarde un peu les conclusions des experts sur le dérèglement climatique, la quantité totale d'eau sur un territoire comme la Belgique, en moyenne annuelle, ne changera probablement pas trop, mais c'est effectivement les épisodes contrastés de sécheresse et d'inondation ou de grande pluviosité qui vont changer le système et créer des problèmes. Alors, ce qui se passe pour Vivaquois, mais là aussi, je parle sous le contrôle éventuellement de personnes qui travaillent, hein, ou des remarques qu'elles peuvent me faire. A priori, les captages de Vivaquois ayant été les premiers, c'est-à-dire les pionniers, sont entre guillemets les meilleurs et sont les moins susceptibles de se voir menacés par la sécheresse. Et il y a toujours eu des années de sécheresse, il y a déjà eu dans les années 70 notamment des moments de rationnement, mais les dernières années de sécheresse ou de vagues de sécheresse n'ont pas mis à mal les capacités de production d'eau de Vivaquois, parce que par ailleurs, la pluviométrie est aussi plus importante le reste de l'année. Donc,
bon, voilà, dans les prospectives, le rationnement de l'eau à Bruxelles, sauf cas extrême, n'est pas une perspective si menaçante. Par contre, les inondations, là, oui. Les inondations, oui, parce que là, Bruxelles étant de plus en plus imperméabilisée, tout allant dans le même réseau, hein, puisque c'est un réseau unitaire, pluie, eau usée, des grands... Là, oui, en fait, le problème réside sans doute plus dans faire face aux inondations que faire face aux sécheresses, a priori. Je crois que je peux redonner peut-être la parole à Monsieur De Vondel, qui a levé la main, et on conclura avec lui, hein, quelle est la position donc, de Viva Quoi. Bon, merci. En fait, si j'ai levé la main, je l'ai fait par inadvertance, mais ce Oui. qu'a dit madame est tout à fait correct, hein. En gros, d'après ce que je sais, ne travaillant qu'à la distribution et pas à la production, c'est que l'usine de Taillefer est comment je vais dire, une grosse réserve d'eau de sécurité, et qu'à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de quoi avoir de peur sur Bruxelles même. La production, on en aura toujours. Par contre, ce qu'a dit madame est tout à fait vrai. Un des énormes soucis, et d'ailleurs beaucoup de gens chez nous y travaillent, c'est toute la politique d'assainissement et la lutte contre les inondations, donc la création de bassins de rage. Je crois que madame en a parfaitement bien parlé, là, il y a aucun, je n'ai rien à rajouter. Voilà, mais écoutez, ça va être le mot de la fin. Chloé, tu as été complète. Merci beaucoup. Je crois que tu nous as donné vraiment des perspectives, hein, c'était histoire et perspectives. Là, on a de multiples perspectives. Alors, on pourra continuer à creuser cet accès à l'eau à Bruxelles lors de notre prochaine conférence fin janvier avec Vincent Hemans, qui nous donnera une conférence qui s'intitule « Eau à tous les étages ». Et vous verrez, c'est tout aussi passionnant. Alors, il me reste à vous proposer de venir approfondir vos connaissances hydriques en visitant l'exposition Eau à la fonderie. Nous serons ouverts pendant les vacances de Noël, donc vous n'avez aucune excuse. Chloé, je te remercie infiniment. Je vous remercie de nous avoir suivis et j'espère pouvoir vous retrouver, on va dire en vrai, hein, en présentiel, comme on dit, et plus virtuellement à la fonderie dans un avenir que j'espère proche. D'ici là, de très bonnes soirées et déjà de très bonnes fêtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. À bientôt.